Madame, Monsieur, bienvenue dans InfoSoir Week-end. Il est 20h15. Voici les titres de votre édition. Près de 410 000 personnes vaccinées, parmi elles 2 médecins en formation à l'hôpital 20 août du CHU Ibn Rushd de Casablanca. Rencontre au début de cette édition avec ces médecins originaires du continent. Le rôle du physique et du mental pour lutter contre le cancer. Vous verrez comment l'association des Amis du Ruban Rose soutient ses membres dans leur combat contre la maladie. Il y aura aussi du sport dans la chronique geek de Rita Saha. Au programme également la guerre numérique entre Apple et Facebook. Enfin, nous prendrons un petit cours de golf en compagnie de la numéro 1 marocaine Maha Hadioui nous confiera ses ambitions pour les JO de Tokyo. La campagne nationale de vaccination concerne également les ressortissants étrangers établis dans le royaume et parmi eux des médecins issus du continent venus se spécialiser au Maroc. C'est le cas du docteur Ndaï Chimier, originaire du Burundi, et du docteur Mahadi, de nationalité tchadienne. Tous deux viennent de recevoir leur première dose au même titre que leurs collègues de plus de 40 ans du CHU Ibn Rushd de Casablanca. Voyez ce sujet signé Soumi Ad-Douhaimi et Aminat Nkhalaq. Nadi Chimi Vianney s'apprête à recevoir la première dose du vaccin. Il fait partie des 142 médecins résidents de 17 nationalités en formation au niveau du centre hospitalier universitaire Ibn Rushd. Nous avons suivi les informations, nous avons vu à la télévision et nous avons nous aussi suivi cet acte qui est bien. Je suis très content d'avoir ma première dose. Parmi les premiers bénéficiaires. Les premiers bénéficiaires dans ce centre hospitalier sont 6 médecins, tous âgés de plus de 40 ans. C'est des médecins qui ont l'âge de plus de 40 ans. Et puis le reste des médecins sera concerné dans la deuxième phase qui va concerner à ce moment-là le personnel de santé de moins de 40 ans. Les 142 médecins étrangers en formation ici sont en majorité des ressortissants d'autres pays africains. Ce n'est donc pas uniquement le transfert de savoir médical qui est au centre de la coopération Sud-Sud, mais également la campagne de vaccination. Et souvenez-vous, dimanche dernier, nous recevions en duplex dans notre édition Barak Menouar, ce Marocain du monde de 80 ans, établi dans le Royaume et la Belgique, nous annonçait alors qu'il était sur le point de se faire vacciner. Eh bien, c'est désormais chose faite. Il a reçu sa première dose cet après-midi dans un centre de santé de Marrakech. Je vous propose donc tout de suite d'aller voir comment il va. Barak Menouar, bonsoir, vous êtes en périphérie de Marrakech. Alors comment s'est passée cette première phase de vaccination et surtout, comment vous sentez-vous? Bonsoir Monsieur Wadir, c'est passé à la parfaite. Je suis arrivé au centre hospitalier de Sidi Abdullah Riyad. Il était 15 h. Alors on est rentré chez le médecin-chef qui a posé des questions au cas des précédentes maladies ou bien qu'est-ce que je prends comme médicament et tout ce qui s'ensuit pour voir s'il n'y a aucun danger pour la vaccination. Après, je suis passé au registre, on m'a enregistré. Alors, ils étaient gentils et après, je suis passé à la vaccination. Eh bien, moi, je n'ai rien senti parce que j'ai l'habitude des vaccinations. J'en ai fait beaucoup pour aller en Arabie Saoudite, j'en ai fait pour aller en Thaïlande. Alors, j'en ai fait pour aller au Mexique. Et en plus, on fait tous les ans le vaccin contre la grippe. Eh bien, moi, je suis content, je suis heureux de l'avoir fait et surtout de l'avoir fait dans mon pays. Et on vous suivra effectivement, Mbarak, pour la deuxième dose. En tout cas, merci beaucoup, Mbarak Menouar, et merci à Aïza Charqi, Khalid Mqaddour, Mohamed Chihima et Adnan Saylani qui ont assuré la coordination sur ce duplex. Et comme Mbarak, 408 235 personnes ont été vaccinées depuis le lancement de la campagne nationale il y a un peu plus d'une semaine. Et dans le sillage de la campagne de vaccination, ces chiffres relativement rassurants de la situation épidémiologique du Royaume, au cours de ces dernières 24 heures, le ministère de la Santé a relevé 712 cas de coronavirus et comptabilisé 780 guérisons. Dans le même temps, malheureusement, 17 personnes ont perdu la vie.
Au lendemain de la journée mondiale de lutte contre le cancer, nous avons voulu mettre l'accent sur l'importance du mental et du physique dans le combat contre cette maladie. Ainsi, l'association des Amis du Ruban Rose organise régulièrement des activités sportives pour renforcer la communion du corps et de l'esprit. C'est un sujet réalisé par Soumiyat Douhaimi et Oussama Bkhali. Elles sont de différentes générations, mais elles se retrouvent toutes dans ce terrain de proximité pour la même raison, se soutenir pour soutenir la vie. Les Amis du Ruban Rose est une association marocaine qui vise à épauler ces femmes atteintes d'un cancer du sein et à les accompagner durant cette période difficile où le moral peut avoir un rôle crucial. Moi, j'ai toujours été sportive, depuis toujours. Et quand j'ai appris que j'avais un cancer, c'était une aventure comme une autre, comme les aventures sportives. Mais j'ai toujours essayé de ne pas arrêter le sport. C'est grâce à l'association que j'ai pu bénéficier des activités sportives. Donc, vu que le sport aide beaucoup à surmonter le cap de la maladie. Dès l'arrivée sur le terrain, les jeunes bénévoles de l'association commencent par distribuer des masques de protection aux femmes présentes. Au programme, échauffement, étirement et dépenses physiques pour tonifier corps et esprit. Il y a parmi nous des personnes qui étaient malades et qui sont aujourd'hui guéries. C'est grâce au soutien d'autres personnes qui ne cessent de leur rappeler que la vie ne s'arrête pas là, sans oublier l'activité physique qui joue un rôle primordial. Grâce au sport, mais surtout au soutien moral dont font preuve ces femmes, la vie triomphe. Comme le dit l'adage, la vie n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais plutôt d'apprendre à danser sous la pluie. Latefa Cherif, présidente des Amis du Ruban Rose, est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Et également Kautsar Weba, diplômée en école de commerce, grande amoureuse des voyages. On vous avait découverte dans le portrait que vous avez consacré Soumiyat Douhaimi, qui a également signé ce reportage que l'on vient de voir. Alors justement, Latefa Cherif, dans le cadre de votre association, vous accordez une place importante aux activités sportives. C'est vraiment un élément essentiel dans le combat contre le cancer. Oui, on a remarqué que une partie des non-récidives était justement grâce à cette activité physique qui est importante aussi bien pendant les traitements que pendant la rémission que dans la vie en général. Et en France, c'est même prescrit par les médecins maintenant. Comme ça, vous y avez participé à cette séance que l'on vient de regarder. Au-delà de la forme physique, on sent chez vous une énergie qui est absolument incroyable. On l'avait vu dans le portrait, cette joie de vivre. Où est-ce que vous puisez tout cela ? J'ai toujours été une personne orientée solution et du coup, une fois quand j'ai été diagnostiquée, j'ai immédiatement cherché les solutions. Et j'ai compris que la tristesse, l'anxiété, la dépression n'allaient pas m'aider, bien au contraire. Ces émotions négatives allaient me pourrir la vie. Et du coup, j'ai décidé d'aborder le cancer avec joie, humour, optimisme. Et je considère le cancer comme une opportunité que la vie me présente pour évoluer, pour repenser mes priorités, pour devenir une meilleure Kautsar. Et le cancer m'aime beaucoup. Et la semaine dernière, j'ai découvert qu'il a choisi de cohabiter ou d'habiter le corps d'un être qui m'est très cher, en l'occurrence ma mère, qui a été diagnostiquée la semaine dernière d'un cancer du foie. Et écoute, la vie peut être dure, mais je refuse de succomber à la tristesse, de me lamenter sur mon sort. Je vais continuer à sourire et à vivre le cancer, mon cancer et le cancer de ma mère avec beaucoup de positivité et d'optimisme. En tout cas, merci pour cette magnifique leçon de vie. Latefa Cherif, la pratique du sport, c'est aussi une occasion pour ne pas rester seul. C'est important d'être entouré quand on se bat contre cette maladie. Oui, c'est important parce que d'abord, ça a créé toute une communauté autour de cette activité physique. Donc maintenant, on est une grande famille de ce qu'on appelle les guerrières chez nous, chez les Amis du Ruban Rose. Et donc, ça leur permet non seulement de partager une activité physique, il y a aussi une chaleur humaine autour de ça. Donc, on parle beaucoup, on partage nos expériences. D'ailleurs, Kautsar l'a vécu plusieurs fois avec nous. Et puis, en général, toutes les guerrières s'accrochent dès la première fois où elles assistent à une activité physique. Et disons que l'activité physique est quand même un hameçon que je jette à toutes les guerrières. Et les poissons mordent comme l'a fait Kautsar chez nous.
Guerrière, c'est vraiment le terme, surtout quand on a quelqu'un comme Kawthar. Kawthar, vous partagez aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, votre vie, votre quotidien, vos états d'âme. Est-ce qu'on peut dire que vous apportez autant à ces personnes qui vous suivent qu'elles-mêmes ne vous apportent ? Oui, bah ça c'est sûr, c'est clair. Je tenais vraiment à partager mon quotidien, mon vécu, et je voulais vraiment partager une information utile et simple, et une vision positive du cancer, parce que je sais que le premier réflexe qu'une personne qui vient d'être diagnostiquée par un cancer fait est quand même googler tout ça sur Internet pour comprendre un tout petit peu, pour déchiffrer les comptes rendus médicaux et aussi pour chercher des témoignages rassurants. Et du coup, je voulais vraiment contribuer et partager un témoignage rassurant parce qu'un cancer n'est pas la fin du monde. Un cancer, on peut vivre autrement le cancer. On peut... Et aussi, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée sur une équipe médicale compétente. Donc, alhamdoulilah, j'ai été prise en charge par une équipe médicale compétente. Et du coup, je tenais aussi à partager le protocole qui m'a été donné pour traiter mon cancer avec ces femmes-là parce que certaines femmes n'ont pas eu cette chance. Et leur donner également de l'espoir. De l'espoir et aussi contribuer, apporter une toute petite contribution et briser les tabous autour de cette maladie-là qui ont été définis par notre société, avoir un autre regard sur une femme qui a perdu ses cheveux. La féminité ne se limite pas aux cheveux, on peut être rayonnante, on peut être belle avec un crâne rasé. Merci infiniment, mesdames, Kawthar Ouiba et Latifa Cherif. Merci d'avoir témoigné, d'être venue sur le plateau d'Infosoir Week-end. Merci. Un esprit sain dans un corps sain, c'est aussi la préoccupation des athlètes qui prendront part aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain. Ainsi, l'Agence mondiale antidopage invite tous les sportifs à se faire vacciner sans crainte. C'est la première info de ce tour du monde en 80 secondes, piloté par Jaziel Hammari. Quelques mois avant le début des JO de Tokyo qui se tiendront en juillet, la question des vaccins anti-Covid se pose pour les athlètes. Selon Olivier Rabin, directeur de l'Agence mondiale antidopage, il n'y a aucune raison de croire que les matériaux contenus dans les vaccins provoqueraient un résultat positif à des substances illicites. 6 mois après, l'émotion est toujours aussi vive. D'ailleurs, ils étaient plusieurs à se retrouver là où leur vie a changé le 4 août dernier. Ils sont surtout venus demander des réponses de la part des dirigeants. L'explosion du port de Beyrouth avait fait plus de 200 morts et 6500 blessés, poussant le gouvernement à démissionner. Depuis octobre, l'exécutif n'a toujours pas été renouvelé. Dans ce centre de vaccination de la capitale espagnole, les doutes qui régnaient il y a quelques semaines se sont dissipés. De plus en plus d'Espagnols se font vacciner et selon un sondage officiel publié par le Centre espagnol d'études sociologiques, 72,5% de la population est prête à se faire vacciner. Le pays a déjà administré plus de 1,8 million de doses de vaccins. Après 5 jours de pourparlers, les participants au dialogue interlibyen à Genève ont finalement élu ce vendredi Abdelhamid Dbeibeh, Premier ministre de transition. Une place remportée avec 39 voix sur 73. Son colistier Mohamed Younes Menfi a été élu à la tête du Conseil présidentiel transitoire. Prochaine étape, les élections à la fin de l'année. Et le processus de paix en Libye, qui a notamment connu des avancées considérables au Maroc, devra permettre de relever d'importants défis, à commencer par celui de la sécurité sur les routes. Par exemple, en raison de la présence de mercenaires, la voie côtière qui relie l'est à l'ouest du pays est impraticable. Conséquence, les transporteurs sont obligés de faire un énorme détour. Les développements avec Rizlan Taibi. Les 1030 km séparant Benghazi et Tripoli ne nécessitaient pas plus de 12 heures et les transporteurs les parcouraient en longeant la côte méditerranéenne. Mais cela, c'était avant 2011. Depuis 10 ans maintenant, la traversée s'est allongée. Les conducteurs en provenance de la Cyrénaïque s'enfoncent dans le désert libyen, empruntant des chemins de traverse pour allier la Tripolitaine, un voyage qui dure plusieurs jours. تمام وصلت لعند ال 150 و 200 دينار المسافه من 1000 الى 1700 1650.
Le Conseil de sécurité a ordonné hier au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, de déployer une avant-garde d'observateurs du cessez-le-feu, en espoir de retrouver la paix et la stabilité pour ces transporteurs et pour les 7 millions d'habitants de ce vaste pays d'1,8 km² coupé en deux. À l'ouest, le GNA, reconnu par l'ONU et soutenu par la Turquie, et un pouvoir incarné par Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est, allié de la Russie et des Émirats arabes unis. Vous êtes bien dans InfoSoir Week-end, ne zappez pas. Dans un instant, vous verrez que nous sommes nombreux à ne pas nous préoccuper de la sécurisation de nos smartphones et cela risque de nous coûter cher. Elle ne se sépare jamais de son téléphone. La geek de la rédaction arrive dans un instant avec une chronique qui ne manque pas de rythmique, vous allez voir. Et à découvrir à la fin de cette édition quelques images du film Legacy, notre héritage, et nous en parlerons avec son réalisateur, le photographe Yann Arthus Bertrand. Mais avant cela, place à l'esprit d'entreprise de la semaine, celui de Salahdine Iya Abbas. Ce jeune start-upper camerounais installé à Casablanca est en train de lancer Dadoupa, une plateforme qui doit permettre de rapprocher les porteurs de projets d'investisseurs potentiels. Son parcours relaté par Mamadou Diaye et Saïd Benzizou. Je suis Salahdine Iya Abbas, originaire du Cameroun, j'ai 26 ans et je vis au Maroc depuis 2011. Je suis cofondateur de Dadoupa, un réseau social justement qui va permettre aux entrepreneurs de pouvoir trouver des investisseurs et des mentors sur la base de critères, on va dire, de centres d'intérêt et de leur capacité de financement et de proposition de valeur. Il peut créer un profil maintenant et rajouter son projet. Il peut rajouter une vidéo de pitch de son projet de 60 secondes. Et une fois que la vidéo est publiée, la vidéo peut être regardée par pas mal d'investisseurs qui sont présents sur la plateforme. Le Maroc est comme mon deuxième pays. D'ailleurs, je ne suis pas venu seul en 2011, je suis venu avec mon grand frère. Et après, successivement, j'ai presque tous mes frères qui m'ont rejoint. La famille s'est agrandie d'ailleurs cette année avec l'arrivée de mes deux derniers petits frères. Et on arrive à bien s'intégrer aussi ici au Maroc avec tous nos amis qui sont de diverses origines, y compris marocains, sénégalais, ivoiriens. On se sent vraiment très à l'aise. Puisqu'on parle nouvelles technologies, saviez-vous que plus d'un quart des Marocains ne protègent pas leur smartphone? C'est ce que révèle une étude non désintéressée menée par le géant russe des antivirus Kaspersky au moment où l'on célébrait cette semaine la journée internationale du changement de mot de passe. Si, c'est vrai, ça existe. Reportage Salima Benabou, Abdelrahim Bouhadioui. Un quart des Marocains n'utilisent pas de mot de passe pour protéger l'accès à leur téléphone. Et pourtant, ce petit appareil nous suit partout, détient nos conversations, nos photos, connaît nos déplacements. Plus imprudent encore, enregistrer des données confidentielles, il serait 33% à le faire. C'est vrai, j'ai tendance à conserver des données confidentielles. J'ai photographié ma carte d'identité bancaire, je ne savais pas que c'était risqué. J'utilise un mot de passe, mais bon, il peut être piraté. L'autre porte d'entrée pour les hackers, l'utilisation d'un seul et même mot de passe pour différentes applications. 3 utilisateurs sur 4 sont concernés. L'information confidentielle peut être les numéros de carte bancaire, les numéros de compte, des transactions, des numéros de passeport, etc. Là aussi, c'est de l'information très sensible qu'il faudra protéger. Un Marocain sur 2 va utiliser du gaming et donc ça représente un risque majeur. On peut installer sur les téléphones évidemment des antivirus, mais après il faut ne pas oublier des menaces, on va dire, de l'hygiène assez primordiales, telles que garder son téléphone à jour, ne jamais évidemment se séparer de son téléphone et également installer des applications à partir des stores, donc des boutiques vraiment légitimes. Et à défaut d'utiliser des solutions de sécurité pour se protéger, il serait moins de 20% à le faire. Mieux vaut également diversifier les mots de passe solides. Elle verrouille son smartphone à double tour, son portable qui lui sert également à produire sa chronique geek. Rita Saha nous a rejoint. Bonsoir Rita. Bonsoir. Et on commence avec du rififi dans la famille des GAFA.
Tout à fait. Alors, entre Facebook et Apple, rien ne va plus. Le géant à la pomme a annoncé un changement dans ses conditions générales d'utilisation. Dans sa prochaine mise à jour, sur le système d'exploitation iOS, Apple proposera une nouvelle fonctionnalité qui demandera le consentement des utilisateurs à chaque fois qu'ils devront partager leurs données avec une application, ce qui les protégera davantage. Une fonctionnalité antitraceur qui dérange Facebook, car c'est grâce au ciblage publicitaire que le réseau se remplit les poches. Donc Mark Zuckerberg, numéro 1 de la firme, aurait annoncé qu'à cause de cela, les petites entreprises vont perdre plus de 60% de leurs ventes. Un chiffre qui serait, selon certains experts, totalement faux. D'ailleurs, Zuckerberg et Tim Cook, patron d'Apple, se sont envoyés des pics par médias interposés. Apple, qui accuse le réseau social de tromper les utilisateurs sur l'exploitation des données personnelles, ne compte pas faire marche arrière. Affaire à suivre. Voilà ce qui s'appelle, quand on est journaliste, être au bon moment, au bon endroit. Tout à fait. Alors, cette vidéo montrant une scène complètement surréaliste est devenue virale. Elle a été filmée lundi dernier à Naypyidaw, capitale birmane, par King Nin Wei, une prof de fitness. Comme à son habitude, elle partageait son cours de sport sur la toile, sauf que cette fois-ci, en pleine action, un vrai coup d'État se préparait derrière elle. On peut, sur la vidéo, apercevoir plusieurs voitures se diriger vers le Parlement, qui sont en fait celles de l'armée birmane. Le putsch a eu lieu quelques minutes plus tard et la chef du gouvernement, Aung San Suu Kyi, et le président Win Myint ont été destitués. L'une des conséquences de cette action, c'est le retour de la connexion pour plus d'1 million d'habitants du nord du pays, privés d'Internet depuis 19 mois, la plus longue coupure au monde. Elle avait eu lieu dans les États de Chine et Rakhine, théâtre de nombreux conflits, mais également du génocide des Rohingyas. Cette population musulmane persécutée par l'armée, sous le silence de l'État, vit encore aujourd'hui dans des conditions d'apartheid. Faire du sport à l'école est plus de l'ordre du théorique que du pratique, notamment pour le ministre français de l'Éducation. Oui, tout à fait, Wadia. Alors, cette vidéo, elle aussi, a fait le buzz. Celle du ministre français de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui est allé dans une école parisienne pour faire la promotion de l'activité physique, notamment chez les enfants. Vous avez un aperçu derrière moi. Donc, il a lui-même mis la main à la pâte et sa prestation en costume-cravate a été très remarquée et reprise en masse sur la toile. Elle a même été détournée par les internautes. On regarde. Oui, pour être détourné, ça a été détourné. Enfin, une jolie preuve de générosité marocaine. Et oui, tout à fait. Alors, il y a cette belle initiative de Brahim Bourkia, restaurateur installé en région parisienne, plus précisément à Mantes-la-Jolie. Alors, c'est dans son restaurant, l'Étoile de Fès, qu'il propose aux lycéens et étudiants qui n'ont pas les moyens de s'acheter des repas gratuits, des repas, surtout en cette période difficile, car ces derniers, particulièrement touchés par la crise, sont souvent oubliés, mais ils ne l'ont pas été par ce franco-marocain. Que du plus et ça met du baume au cœur. Et je vous propose, Rita, de retrouver Brahim Bourkia en duplex de Rabat, pas très loin d'ailleurs de son restaurant. Bonsoir Brahim. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre une telle initiative, dites-nous? Bonsoir Wadia, merci pour l'invitation. En fait, ce qui m'a poussé, c'est mon côté généreux. On est marocain, on est assez généreux, on est musulman, on est assez généreux. Du coup, depuis l'ouverture du restaurant, on a été aux côtés des plus démunis. Ces derniers temps, un peu plus avec les étudiants qui se suicidaient, qui n'avaient pas énormément à manger. Du coup, on a décidé de leur venir en fait en aide, tout simplement, de leur proposer à manger, un café ou même de venir discuter avec nous 5 minutes. Alors Brahim, on comprend bien cette action de solidarité qui est vraiment géniale, mais financièrement parlant, comment vous allez faire pour perdurer dans le temps? En fait, on a le système du cheeseburger suspendu. C'est lorsqu'un client il se présente au restaurant, il paye son menu et en plus de ça, il paye un cheeseburger qu'il ne mange pas et que nous, que l'on distribue après aux personnes dans le besoin. Mais à part ça, voilà, nous de notre propre initiative, on a décidé avec notre bénéfice qu'on fait, de penser un petit peu aux gens qui sont dans le besoin. Merci beaucoup, Brahim Bourkia, et bravo pour cette très belle initiative. Merci à vous, merci encore pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Rita Saha, notre chroniqueuse geek. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
Je vous propose à présent de découvrir un petit prodige du golf. À 7 ans à peine, Léo Boniface manie le club comme personne dans les vidéos qu'il diffuse sur les réseaux sociaux. Le jeune Britannique maîtrise la trajectoire de la petite balle blanche avec une aisance et une dextérité déconcertante, un talent qui a permis à Léo de se qualifier pour le championnat du monde junior prévu en juillet à San Diego aux États-Unis. Playtime, yes! Alors, comme l'ambition de Léo Boniface, c'est d'initier les personnes à faire du golf, moi j'ai décidé de faire appel à la numéro 1 marocaine de golf, Maha Hadioui. Bienvenue. Vous allez nous rejoindre. Je vous propose de me donner mon premier cours de golf sur ce plateau. Voilà, on va installer. Je crois que vous avez amené même votre sac et votre club. J'ai mon sac, voilà. J'ai tout ce qu'il faut. Venez bien. Posez ça ici. Hop, on va faire ça vraiment en live. Alors, expliquez-moi, comment on fait? Alors, je vais essayer de mettre la petite batte blanche là. Alors là, ce qu'on va faire, c'est assez simple. Ouais. C'est un putt. Ouais. Donc, tout simplement, c'est vraiment essayer. Alors là, vous avez l'aide de la ligne. Ouais, Donc, et de suivre la trajectoire. Bon. Voilà, de suivre la trajectoire et d'essayer de mettre la balle. Je vais me ridiculiser devant tous les Marocains qui nous regardent. Mais bon, c'est pas grave. Allez. C'était presque. C'était presque. Allons-y, on va discuter plus sérieusement de golf et de votre parcours. En tout cas, on est vraiment ravis de vous accueillir, Maha Hadioui. Vous avez vu ce jeune garçon qui fait du golf. Vous aussi, vous avez commencé très tôt dans ce sport-là, qui est quand même hors du commun. En général, quand on est gamin, on fait du foot ou du basket. Oui, j'ai commencé le golf à l'âge de 12 ans et très sincèrement, ce n'est pas un sport qui m'intéressait. J'ai découvert le golf par hasard à Agadir et c'est vite devenu une passion. Mais c'est vrai que c'est un sport auquel on ne donne pas forcément une chance parce qu'on se dit que c'est peut-être ennuyant, que c'est peut-être pour les vieux. Mais voilà, c'est un très beau sport et c'est devenu ma passion très très vite. Est-ce qu'on peut découvrir ce sport un peu plus tard et intégrer quand même les circuits professionnels? C'est plus compliqué. Alors après, ce qui est bien dans le golf, c'est qu'on peut jouer au golf pendant très longtemps et c'est un sport qu'on peut vraiment faire toute sa vie. Après, intégrer les circuits professionnels, ça devient beaucoup plus compliqué parce que, en termes de voyage, même physiquement, ça devient dur. Mais on peut être professionnel de golf et jouer sur le circuit jusqu'à l'âge de 50 ans. Alors vous êtes une pro, la numéro 1 marocaine, même dans le monde arabe, puisque je me suis laissé dire que sur les tournois internationaux, vous étiez la seule marocaine et la seule représentante du monde arabe. Pourquoi aussi peu de femmes de ces régions-là, de notre pays ou des pays du monde arabe? C'est une bonne question. Quand j'ai commencé, j'étais la seule à être sur le Ladies European Tour, mais je pense que c'est une question de temps aujourd'hui. Il y a beaucoup de joueuses qui commencent à bien jouer au golf, il y a des bonnes amatrices au Maroc qui poussent derrière, donc je pense que c'est une question de temps, mais je suis très optimiste par rapport à ça, que dans le futur, il y aura beaucoup plus de prouettes arabes sur les circuits. Les JO, comment ça s'annonce? Vous êtes bien embarqué là? Pour l'instant, je suis dedans. Après, il reste encore plusieurs tournois qualificatifs pour pouvoir y aller, mais j'espère rester dans les classements. Alors, vous avez été aussi contrainte par le confinement. Les compétitions ont été suspendues, reportées. Vous deviez reprendre en février. Oui, ça va se passer quand? Pour l'instant, c'est en mai. On reprend en mai en France. Et les compétitions que vous allez disputer comptent également pour la qualification? Bien sûr, tous les tournois qu'on dispute du Ladies European Tour comptent pour la qualification JO. Donc, c'est un roulement en fait sur 2 ans. Eh ben, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et on croise les doigts et on sera ravis de vous suivre pendant les JO de Tokyo. Merci beaucoup, Maha Hadioui, d'avoir été avec nous. Merci. Je vous propose maintenant de découvrir le dernier film réalisé par Yann Arthus Bertrand. Après La Terre vue du ciel, Home, Planète Océan et Human, il revient avec Legacy, notre héritage, un long métrage consacré à la beauté de notre planète, mais aussi aux ravages provoqués par les activités humaines. Le photographe et réalisateur partage son regard sur la Terre qu'il a observée au cours de ces 5 dernières décennies et qu'il a vu dépérir au gré des catastrophes et de l'exploitation à outrance de ses ressources. Un véritable acte militant pour éveiller les consciences et pousser tout un chacun à sauver ce qui peut encore l'être. L'énergie du soleil. Ce sont les seuls êtres vivants qui, grâce à la photosynthèse, ont accès à une énergie illimitée
qu'elle transforme en matière végétale. Yann Arthus Bertrand, que l'on retrouve en duplex de Paris. Bonsoir Yann Arthus Bertrand, là dans Legacy, notre héritage. On revit avec vous 50 ans d'engagement en faveur de la protection de l'environnement. C'est d'une certaine manière un film testament? Oh, pas vraiment, je ne suis pas encore au pied de la tombe. Alors vous avez oublié un film important, c'est Le Maroc vu du ciel quand même. Voilà, qui est un film pour moi qui est très important, que vous avez, qui a été produit avec vous. Donc c'est vraiment un film pour moi important. Non, c'est vraiment un film, après avoir fait Home et avoir parlé beaucoup d'environnement, on croyait qu'on allait pouvoir changer les choses. C'est vraiment un film pour dire maintenant, on n'a pas le temps, il faut vraiment qu'on change très très vite, que ça peut devenir dramatique. Toutes les climatologues, le secrétaire général des Nations Unies l'autre jour parlait d'une catastrophe climatique imminente. Donc c'est vraiment un film très personnel sur qu'est-ce que je fais moi en tant qu'homme. C'est pas la faute des politiques, c'est pas la faute des lobbies, c'est moi en tant qu'être humain, qu'est-ce que je peux faire. C'est vraiment une réflexion là-dessus. Yann Arthus Bertrand, dans votre film, on apprend qu'en un demi-siècle, 70% du vivant a disparu de la planète. Est-ce que c'est un mouvement irréversible ? Non, pas du tout. Vous savez que les animaux, il y a une résilience formidable. Par exemple, dans les zones où il y a beaucoup de surpêche, quand on arrive complètement d'arrêter de pêcher, ça va mieux. Maintenant, quand les forêts ont été déforestées, que c'est des forêts primaires, on ne replante pas une forêt primaire. Il faut environ des milliers d'années pour refaire une forêt. Mais ce qui est important, c'est de bien se rendre compte qu'il n'y a pas de vaccin contre le dérèglement climatique. Il n'y a pas de vaccin. Le vaccin, c'est toi et moi, dans notre vie quotidienne, qu'est-ce qu'on va changer ? Voilà, et donc je pense qu'un pays comme la France, peut-être plus encore que le Maroc, a les moyens de changer. On peut nous apprendre à vivre mieux avec un peu moins. Au Maroc, doit continuer un petit peu à polluer, mais à polluer d'une façon raisonnable. Voilà, je pense que c'est important de le savoir et ce message, il est envoyé au monde entier parce que quand vous polluez du CO2 au Maroc, aux Philippines ou en France, c'est le monde entier qui en profite. C'est ça qui est important. On doit tous être solidaires devant ce combat. C'est très très important. Alors vous venez de diffuser Legacy, notre héritage, sur une grande chaîne française. Où pourra-t-on le voir à l'avenir? Pourquoi pas peut-être sur notre chaîne? Si vous allez sur le replay de M6, ça doit marcher, je pense, au Maroc. Regardez, essayez de vous brancher dessus. Le replay de M6, ça marche en tout cas en France. Et pendant un an, c'est gratuit. J'espère que peut-être que vous allez pouvoir le passer chez vous. J'adorerais en tout cas le passer chez vous. Et refaire un duplex avant la projection du film. C'est un film important en tout cas, je pense. En tout cas, vous êtes le bienvenu quand vous voulez dans InfoSoir Week-end et on vous remercie vraiment infiniment parce que je sais que vous êtes très pris et vous êtes en ce moment même en train de travailler sur un nouveau projet. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Yann Arthus Bertrand. J'envoie un grand message d'amour à tous les Marocains. J'ai adoré travailler chez vous. Voilà, je vous embrasse. Tous. Et vous êtes ici chez vous. Merci beaucoup. Merci, et puisqu'on parlait de préservation de l'environnement, je vous propose de découvrir le Sail Drone Surveyor, un navire propulsé grâce à l'énergie éolienne et solaire. Il est ainsi capable de mettre les voiles et d'opérer seul pendant 12 mois dans les régions les plus reculées de manière totalement indépendante. Il permettra de percer les mystères de tous les océans de la planète, sachant qu'à peine 20% des fonds marins ont été cartographiés. Il me reste à vous rappeler les principales informations de ce vendredi 5 février. Vous avez assisté à la vaccination des premiers médecins originaires du continent et en formation au CHU Ibn Rushd. On s'approche ainsi des 500 000 personnes vaccinées depuis le début de la campagne nationale. N'oubliez pas de sécuriser vos smartphones pour protéger vos données. L'appel lancé ce soir par le spécialiste russe de l'antivirus après une étude alarmante. Emma Ahdiwi en bonne voie pour les JO. Elle reprend la compétition en mai et doit confirmer sa qualification pour Tokyo. On lui souhaite bonne chance et je la remercie de m'avoir offert mon premier cours de golf. Dans un instant, que du sport, suivi d'Al-Masaïa présenté par Hossein Ouzik. Juste après, Rachid Al-Dali fait son show. Nous, on se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit.